Bonjour Fabrice, vous Bonjour, allez bien? très bien. Merci d'avoir accepté cette invitation pour parler un peu. Et j'avais pensé à vous pour faire un entretien sur la psychanalyse et les théories queer, tenant compte du fait que vous avez travaillé depuis longtemps sur ces sujets. Si vous êtes d'accord, je peux vous présenter et Oui, je vous pose les questions. avec plaisir, allons-y. OK. Et Fabrice Bourles est psychanalyste à Paris, titulaire d'un diplôme en psychologie clinique de l'Université Paris 7, docteur en philosophie par les universités de Lille 3 et Université de Pisa. Actuellement, il enseigne en école d'art. Il est professeur de philosophie et d'esthétique à l'ESAD, École supérieure d'art et design de Reims, et à l'École nationale supérieure des beaux-arts de Paris, où il est co-titulaire de la chaire Troubles, dissidence esthétique. Il est également chargé de cours à Sciences Po Paris et il est enseignant à l'IIP, Institut international de psychanalyse. Il est l'auteur de différents articles sur le cinéma, la psychanalyse, l'art contemporain et les théories queer, publiés en France, en Italie, au Brésil, en Espagne et en Angleterre. Finalement, il a écrit 2 livres. Le premier s'appelle Pulsion pasolinienne, publié en 2015, et le deuxième, c'est Queer Psychanalyse, clinique mineure et déconstruction du genre, publié en 2018. Justement, ce dernier livre a été publié en espagnol chez Artefactos cette année. Donc, on commence. La première question, Fabrice, c'est certaines critiques que l'on fait souvent à la psychanalyse, c'est qu'elle est homophobe ou qu'elle est hétérocentrée ou qu'elle considère les homosexuels comme étant des pervers. Ma première question est la suivante. En quoi l'œuvre de Sigmund Freud et de Jacques Lacan permet de répondre à ces critiques? Oui, c'est une question compliquée. On pourrait lui donner, je crois, deux réponses, en fait. Okay. Alors, la première réponse qu'on pourrait donner à partir de l'enseignement de Freud et de Lacan, ce serait de dire que ces critiques, elles sont tout à fait justes. Mm. C'est-à-dire que on peut faire une lecture de la psychanalyse, des théories psychanalytiques. On peut faire une lecture des nombreux cas cliniques qui parsèment l'histoire de la psychanalyse. On pourrait même faire des lectures des textes de Freud et de Lacan, ça a été fait d'ailleurs, ou on pourrait aussi faire des lectures, des déclarations publiques des psychanalystes, déclarations publiques qui ne sont pas si vieilles que ça. Je veux dire, des déclarations publiques par rapport ici en France au mariage pour tous, c'était il n'y a même pas 10 ans, où des psychanalystes ont pris des positions homophobes. À l'heure actuelle, aujourd'hui, en France encore, il y a des déclarations par rapport aux transidentités, par exemple, qui témoignent, moi je dirais, d'un a priori transphobe de la part de psychanalystes. Donc on pourrait tout à fait faire consister un Freud et un Lacan homophobes, hétéronormatifs, transphobes. Si vous prenez les lectures, par exemple, d'auteurs qui sont absolument passionnants et importants, je pense, les lectures que, par exemple, Lucie Rigaray a pu faire. Lucie Rigaray, c'est une théoricienne psychanalyste féministe qui a fait une lecture extrêmement critique du texte freudien, pour même pas dire qu'il est homophobe ou qu'il est transphobe ou qu'il a un a priori hétéronormatif, pour dire que le texte freudien consiste en un a priori androcentré, c'est-à-dire qu'il pense et parle de la sexualité d'un point de vue exclusivement masculin. Si vous prenez les textes de quelqu'un d'aussi important dans le champ de la traduction, du passage des idées, des théories queer en France que le philosophe et sociologue Didier Ribon, et vous lisez ses critiques du texte de Jacques Lacan, bah, effectivement, Ribon va chercher les points noirs, si vous voulez, les points les plus
les plus choquants du texte du séminaire de Lacan pour montrer comment on peut lire des choses qui aujourd'hui sont extrêmement choquantes, même dans le texte de Lacan lui-même. Donc, on peut faire ça. C'est-à-dire que ça fait partie du fait que quoi? Que Freud, que Lacan, que d'autres psychanalystes ont souvent été pris dans leur époque, je pense, en tout cas pour Freud et Lacan, ça me semble certain, c'est des hommes qui étaient à la fois extrêmement subversifs pour leur temps, pour leur époque, pour leur manière de penser le rapport à la sexualité, au langage, au sujet, extrêmement subversif, mais en même temps qui était pris dans une époque vieille de 1900. C'est sûr que ça n'est pas Paris 2020. Donc, on peut faire consister effectivement un Freud ou même un Lacan très, très majeur, comme ça, très majoritaire, très hétérocentré, très lié à des a priori d'un temps, certainement. Et leurs suiveurs, leurs élèves, les gens qui se réclament d'eux, peuvent parfois oublier le côté subversif de ces auteurs, le tranchant de leur œuvre, je dirais, et se renfermer dans des propos qui sont encore aujourd'hui, malheureusement, extrêmement conservateurs. Donc ça, c'est une première réponse, c'est de dire que quand les théories queer, quand les théories du genre, quand les militants LGBT disent aux psychanalystes, mais enfin, vous êtes homophobe, vous avez fait des équations qui nous discriminent, qui viennent nous stigmatiser, ben, ils comprennent très bien ce que les psychanalystes disent. Et ils lisent ce que les psychanalystes ont affirmé. Et en ce sens, ils ont raison. Et de fait, je crois qu'il y a vraiment un exercice par rapport à cette langue majeure, un peu parfois conservatrice que peut tenir la psychanalyse. Il y a un exercice de lecture que moi je dirais mineur. Il faut lire les textes de manière mineure. Alors quand je dis lire les textes de manière mineure, faire valoir une clinique mineure, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, le mineur, ça a une connotation musicale. Vous avez les accords majeurs en musique et puis il y a les accords mineurs aussi. Et la pensée du mineur, c'est deux théoriciens français, Gilles Deleuze et Félix Guattari, qui l'ont mise au point du côté de la littérature et de Franz Kafka, en fait. Ils vont lire les textes de Franz Kafka, Deleuze et Guattari, et ils disent, ben, au fond, Franz Kafka fait valoir une littérature mineure. Qu'est-ce que c'est la littérature mineure? Comment ça fonctionne la littérature mineure? Ben, Kafka, vous le savez, il est juif, il écrit en allemand, il vit à Prague, et donc c'est très compliqué pour lui d'utiliser l'allemand de Goethe, l'allemand majoritaire, l'allemand de la langue comme il faut, bien parler. Et donc qu'est-ce qu'il fait? Et Kafka dit impossible d'écrire, mais impossible de ne pas écrire. Et donc il invente à l'intérieur de la langue majoritaire allemande, à l'intérieur des déclinaisons de l'allemand bien stricte comme il faut, il invente toute une littérature mineure qui fait résonner les sons de la langue d'une autre manière, qui vient miner, exploser les structures figées de la langue. Alors, je trouve que cette formule de littérature mineure, on pourrait tout à fait l'employer du côté de la clinique. Et c'est-à-dire, parce que Deleuze et Guattari insistent sur le fait que mineur, c'est toujours à relier aux minorités, aux minoritaires, à ceux qui ne sont pas dans l'universel, à ceux qui ne sont pas le plus grand nombre, à ceux qui ont moins de pouvoir, justement. Alors, je crois qu'il y a véritablement de quoi s'inspirer de cette littérature mineure pour lire la littérature analytique, lire les cliniques, de manière à re-questionner du côté des minorités. C'est-à-dire que, vous savez, les théoriciens, les théoriciennes queer, les gens qui ont critiqué la psychanalyse n'ont pas fait que critiquer la psychanalyse. Ils ont proposé des relectures de la psychanalyse. Ils ne disent pas juste « Ah, vous êtes homophobe, vous êtes hétérocentré ». Enfin, je veux dire, par exemple, quelqu'un comme Judith Butler a une lecture extrêmement fouillée des textes de Freud, des textes de Lacan, et elle va les discuter, elle va les remettre en question. Elle dire vous n'avez rien compris à ce que c'est que la psychanalyse à ces auteurs,
je crois, faire une erreur. Au contraire, ils nous questionnent, ils nous questionnent d'un point de vue théorique, et nous avons à entendre ces questionnements. Mais au fond, vous savez, euh, si on y réfléchit, c'était déjà là. Si vous allez lire le texte sur Léonard de Vinci de Freud, il y a un Oui. passage où Freud explique très bien que oui, les homosexuels font des théories de leur sexualité, mais au fond, nous, les psychanalystes, on sait mieux qu'eux comment ça marche. Ben Mm. non, justement. Vous voyez, là, c'est typiquement un endroit où Freud est très paradoxal parce que autant il peut d'un côté être extrêmement friendly, c'est-à-dire que bon, on connaît tous la fameuse lettre où Freud répond à la mère d'un homosexuel pour lui dire bah, écoutez madame, votre fils est homosexuel, ben, où est le problème quoi en fait. Donc on sait Oui. très bien que Freud était très ouvert. Enfin, je veux dire, Freud dit dans les 3 essais sur la théorie sexuelle, bah, l'hétérosexualité pose autant de questions que l'homosexualité. Il s'agit Mm. de l'expliquer de la même manière qu'on doit s'expliquer l'homosexualité ou l'hétérosexualité. Enfin, ce qu'il y a, c'est qu'il y a une énigme du sexuel chez le sujet humain et qu'il s'agit de s'expliquer à soi-même, en quelque sorte. Bon, mais dans ce passage dans le texte sur Léonard de Vinci, c'est comme s'il disait la psychanalyse ne veut pas entendre ce qui vient du discours des minorités elles-mêmes. Mm. Moi, je pense que c'est le contraire que nous devons faire. Et ce serait la deuxième manière de vous répondre. C'est que si Oui. on veut pratiquer une clinique sur un mode mineur, je pense qu'il faut vraiment entendre les critiques qui viennent des minorités LGBTQI. Il faut vraiment arriver à se servir de ces critiques, à les entendre, à les accueillir pourquoi pour revoir nos manières de penser l'inconscient, de penser ce qu'on appelle la métapsychologie, les Mm. pulsions, la jouissance, etc. Donc voilà, il y a toujours, je pense, une manière majeure qui fait consister des auteurs psychanalystes qui peuvent effectivement prendre le masque un masque un peu conservateur, un peu triste mine, un peu moralisateur, un peu perd la morale. Et puis, je pense qu'il ne faut pas oublier que aussi bien Freud que Lacan sont des gens qui ont eu une pensée extrêmement révolutionnaire, subversive. Enfin, je veux dire, nous sommes tous des pervers polymorphes au début du siècle dernier, mais c'est une colossal. Dire je ne suis pas maître en ma demeure, le sujet de la pensée, le sujet de l'intentionnalité, le sujet ne sait pas exactement ce qu'il veut, mais au niveau de l'histoire de la pensée, c'est une révolution absolue qui est extrêmement subversive. Donc il y a un tranchant extrêmement subversif chez Freud, exactement comme chez Lacan. Enfin, je veux dire le temps du sujet, c'est un temps qui n'est pas chronologique, mais un temps logique. Mm. Fabuleux. On ouvre là vraiment à une révolution dans la manière de penser le sujet humain lui-même. Donc, il faut toujours être très vigilant, je crois. En tout cas, moi, si j'ai écrit ce livre, c'est parce Oui. que j'ai trop souvent lu des textes qui me faisaient penser que les psychanalystes, par moments, soit ne voulaient pas entendre parler de ces critiques, comme si ça ne les Oui. concernait pas, soit prenaient des positions qui ne me semblaient pas en accord avec leur éthique. Mm. OK. C'est pour ça que vous avez les sous-titres de votre dernier livre, c'est Queer Psychanalyse, clinique mineure et Oui, déconstruction de genre. tout à fait. C'est OK. exactement pour ça. Il me semble essentiel, vraiment, enfin, c'est très important d'essayer si vous voulez parler d'une clinique mineure, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la rencontre clinique, elle est en mesure d'accueillir chacun dans sa diversité de genre, d'orientation sexuelle, voilà, chacun au cas par cas doit pouvoir se sentir accueilli pour vivre cette expérience de parole unique qu'est Mm. une rencontre avec un analyste, une rencontre dans le cadre d'une parole prise dans le transfert. Ça, et donc, faire une clinique mineure, ça veut dire faire en sorte que la parole psychanalytique puisse résonner avec les minorités, puisse être Mm. acceptée par les minorités. Et donc ça demande effectivement de reconnaître les endroits où dans notre théorie, bon, ben,
vous savez, la version classique du complexe d'Oedipe, papa, maman, bébé, c'est quand même très hétéronormatif. Et donc, au XXIe siècle, on ne peut plus fonctionner avec ça, parce que les familles, elles sont recomposées, elles sont multiples, elles sont monoparentales, elles sont homoparentales. Et c'est très bien comme ça. Je veux dire, on n'a pas à dire si c'est bien ou c'est pas bien. C'est comme Oui. ça. Donc, on a traité le réel. Donc, ouvrir le champ d'un travail d'une clinique mineure, c'est évidemment se dire moi-même, moi je suis psychanalyste, je travaille comme psychanalyste et je suis homosexuel. Bon, ben, qu'est-ce que ça veut dire de connecter ces deux milieux? Qu'est-ce que ça veut dire de connecter ces deux réalités? Et comment est-ce qu'on peut faire profiter à celles et ceux qu'on appelle les minorités sexuelles de cette rencontre, d'une parole qui va découvrir son désir? Mais je crois que c'est plus que ça, la clinique mineure. La clinique mineure, ça signifie aussi oser, quand on travaille comme psychanalyste, quand on incarne pour quelques-uns, quand on s'autorise à incarner cette figure du sujet supposé savoir, comme dit Lacan, pour quelques-uns, c'est s'interroger sur quels sont les tenants et les aboutissants, quels sont les ressorts, quel est, quel est l'impensé de notre manière de travailler avec l'inconscient. C'est-à-dire, dans quelle mesure est-ce que nos concepts, dans quelle mesure est-ce que la manière dont on écoute les gens, la manière dont on va essayer de s'appuyer sur tel ou tel ressort dans une cure, dans un travail analytique, eh bien, dans quelle mesure ces concepts-là, est-ce qu'ils s'inscrivent du côté de ce qu'une théoricienne proto-queer, on va dire, enfin une théoricienne queer importante, Monique Wittig, appelait la pensée straight. Et qu'est-ce que c'est la pensée straight? La pensée straight, c'est l'impensé de la pensée, nous dit Monique Wittig. Et cet impensé de la pensée, pour Wittig, ben, il se décline, il se récite toujours sur le mode hétérocentré. Et c'est vrai qu'on n'y pense pas. Et dans combien de cas cliniques, dans combien de conférences encore aujourd'hui psychanalytiques, on se dit que le couple, ben, on le conjugue d'abord et avant tout au mode hétérosexuel. Eh bien, je crois que tout l'intérêt de minoriser la clinique, d'aller lire les textes des théoriciens et des théoriciennes queer, c'est d'essayer de se décentrer de ça. Parce que l'inconscient, il est multiple. L'inconscient, il n'a pas un sexe, il n'a pas deux sexes. Il a, Deleuze et Guattari disent qu'il a N sexes, des multiplicités de sexes. On est plein de choses dans l'inconscient. On peut devenir plein de choses dans son inconscient. Donc, un rêve, mais ça ne se conjugue pas selon les normes. Un rêve, ça ne se conjugue pas selon papa, maman, bébé. Un rêve, c'est la libido, ce sont des choses qui sont extrêmement bizarre au fond, hein, extrêmement queer en quelque sorte aussi. Il y a là des points de connexion qui, moi, me semblent assez réjouissants en fait. Très bien. Merci beaucoup pour votre réponse, Fabrice. J'ai une deuxième question. Dans une émission de France Culture, ça s'appelle Le Journal des Philo, vous avez dit qu'entre les chambres de la psychanalyse et des théoriciens queer, on peut constater quelque chose comme un match de boxe, Oui. dans lequel la psychanalyse critique le théoricien queer et vice-versa. Et ce match de boxe, vous dites, peut se terminer avec deux perdants. Mais avec votre livre Queer Psychanalyse, vous dites que ce match peut se terminer autrement à partir de l'introduction justement du signifiant queer psychanalyse. Ce signifiant, vous dites, je vous cite, est un exercice éthique qui vise un travail de réinvention des concepts qui sont à l'œuvre aussi bien dans les champs de la psychanalyse que des théories queer. Donc, ma deuxième question est la suivante. Quels sont les concepts qui peuvent permettre une meilleure conversation entre ces deux disciplines et pourquoi ces concepts permettraient d'établir un pont entre ces champs? Oui. Alors ça, c'est une grosse question. D'abord, peut-être pour revenir sur cette histoire de match de boxe, ce Oui, sont des choses que je vous ai peut-être déjà dites à l'instant, mais je pense que c'est important de les répéter pour que ce soit bien clair. oui, Il me semble qu'effectivement, il ne s'agit pas de dire c'est la psychanalyse qui a raison contre les queers ou c'est les queers qui ont raison dans leur critique de la psychanalyse. Il me semble que c'est vraiment important d'arriver à s'embrasser sur le ring. C'est-à-dire, effectivement, à faire en sorte que dans cette rencontre, il n'y ait pas une sorte
de défense acharnée comme ça, de dire ah mais en psychanalyse on a déjà une théorie de la sexualité et donc on n'a pas besoin on n'a pas besoin des théoriciens queer parce qu'on a Freud et Lacan. Et à l'inverse, je pense que ce serait dommage de se fermer sur une posture qui serait extrêmement critique, extrêmement virulente de la psychanalyse en disant tous les psychanalystes homophobes, tous les psychanalystes transphobes, tous les psychanalystes n'ont rien compris à la sexualité. C'est pas, je crois que c'est plus compliqué que ça. C'est-à-dire que effectivement, quand on est psychanalyste, quand on travaille à écouter comment comment les gens se disent un peu au quotidien, je pense que ça ne suffit plus d'avoir lu Freud et Lacan. Vous savez, c'est très frappant. Lacan meurt en 1981 et en 1981, c'est l'année, exactement l'année où meurt Lacan, c'est l'année où on commence à parler du virus du sida dans le monde. Aux États-Unis, en France, il ne porte pas encore ce nom-là, mais c'est la première fois, c'est à partir de ce moment-là qu'on commence à parler de cette maladie. Okay. Et je pense que c'est intéressant de le dire. Pourquoi? Parce que cette maladie, elle a décimé des populations entières. Elle continue d'ailleurs, enfin, de manière moins forte qu'à l'époque. Et bon, elle a révélé quelque chose de la morale des sociétés, en particulier aux États-Unis, où au fond, on laissait mourir quoi, les prostituées, les toxicomanes et les homosexuels, parce qu'au fond, voilà, c'était pas si grave que ça, c'était jamais que des PD qui mouraient, en quelque sorte. Et donc, c'est à partir de cette horreur-là, de ce drame-là, que les théories queer et le militantisme queer est né. C'est-à-dire qu'il s'agissait de repenser le corps, la sexualité, le langage à partir des diversités, des multiplicités de modes de vie, de relations, d'amitié, etc. Donc, moi, je pense que on perd le match de boxe quand on est psychanalyste et qu'on se dit, bah, jusqu'à Lacan, un psychanalyste formidable, on a Lacan, et donc maintenant, aujourd'hui, eh ben, on n'a pas besoin d'aller lire ce qui s'est écrit en matière de sexualité à partir de publics, de personnes. Enfin, Judith Butler, elle est concernée par cette histoire. Judith Butler, elle le dit très bien dans Troubles dans le genre, elle explique qu'elle a rencontré autant de gens que de genres quand elle allait militer, quand elle allait dans les bars en tant que lesbienne voilà, pour vivre dans sa communauté. Donc, je pense que c'est vraiment très important qu'on se dise que pour comprendre les sexualités contemporaines, on ne peut pas s'enfermer exclusivement dans un corpus qui serait freudo-lacanien. Voilà, ça me semble fondamental. Parce que sinon, on est KO sur le ring. Mais de la même manière, je pense que ce serait très dommage pour les théoriciens queer et pour les queers en général, pour les dites minorités sexuelles, de ne pas se lancer dans l'expérience psychanalytique, parce que qu'est-ce que c'est l'expérience psychanalytique? C'est l'expérience de la singularité de son désir, c'est l'expérience de la singularité de sa parole. Et donc, bien sûr qu'il faut militer pour qu'on ait une société plus inclusive, pour qu'on ait une société plus ouverte, pour qu'on ait une société où chacun, chacune peut vivre sa vie telle qu'il l'entend et sa sexualité telle qu'il a envie de la vivre, quoi. Enfin, je veux dire, ça c'est. Mais en même temps, il y a des moments où on a beau militer, on a beau descendre dans la rue pour revendiquer des droits, et c'est nécessaire de le faire. Mais après, il y a des moments où, quand on rentre chez soi, on est un peu face à soi-même, on est tout seul. Et militer, oui, ça relance du désir, le militantisme, évidemment, mais peut-être que ça ne suffit pas toujours pour comprendre d'abord pourquoi on milite, pour ensuite comprendre comment est-ce que soi-même on a été stigmatisé. Donc il s'agit vraiment d'être un peu subtil, quoi, je veux dire. Il faut pas se prendre les pieds dans des oppositions figées et essayer de voir comment le champ de la psychanalyse peut, je crois, l'expérience de la psychanalyse, l'expérience d'une cure par la parole peut vraiment aider chacun, chacune à renforcer son désir et à mieux se dire, et en même temps, comment l'expérience militante est tout aussi nécessaire et doit être entendue par les psychanalystes, si vous voulez. Donc, voilà, je crois qu'il faut vraiment s'embrasser sur le ring plutôt que de mettre chacun un chaos, voilà, pour être un peu Ou défendre leur concept
Oui, ou de défendre de manière opposée, comme ça, leur concept, sans qu'ils puissent se parler. Je pense que, enfin, moi, je crois que faire de la théorie, mais faire de la clinique, c'est toujours quelque chose d'impur. C'est pas, on n'est plus au temps des essences platoniciennes. Je veux dire, la clinique, c'est quelque chose qui engage le corps, qui engage la présence, qui engage le tact, qui engage vraiment. Donc, c'est pas, on n'est pas dans une pensée pure. Et de la même manière, si vous voulez, les théories queer, c'est pas des pensées pures, c'est des pensées qui engagent le militantisme, qui engagent la défense des droits. Donc, ce sont des théories qui se sont inscrites à partir vraiment d'enjeux très concrets. Donc, je crois que il faut pas se dire comme ça, ah, on est en psychanalyse, alors pas de théorie queer, ou on est dans les champs des théories queer, alors pas de psychanalyse, restons purs. Non, moi je suis pour des rencontres un peu impures peut-être. Voilà. Donc ça Un c'est peu? Un impur, pur, oui. de l'impureté, vous savez, l'essence chez Platon, c'est le vrai, le bien, le beau, etc. Mais peut-être que c'est intéressant de s'intéresser à la poussière, aux larmes, aux impuretés, vous voyez, au grain de sable, à ce qui nous fait trébucher de temps en temps, pas juste de la pureté. Donc, voilà, il me semble qu'il s'agit d'hybrider la pratique psychanalytique avec les déconstructions du genre, des sexualités qui ont été pensées, qui ont été travaillées depuis au moins la crise du sida. Bon, alors, ça c'était pour répondre sur cette manière de s'embrasser sur le ring, pour Mhm. essayer qu'il y ait deux vainqueurs, deux gagnants dans cette rencontre. Maintenant, pour répondre plus précisément à votre question, est-ce qu'il y a des concepts comme ça qu'on devrait sauver ou qui seraient je, si vous voulez, vu tout ce que je viens de vous dire et vu mon préambule sur la clinique mineure, il est évident que je ne vais pas là maintenant vous dire alors le phallus non, mais la castration oui, le complexe d'Édipe non, le réel, le symbolique oui, bien sûr. Le nouage du nœud borroméen, ben là, formidable, il n'y a plus aucun problème, on est sauvé, les théoriciens queer ne vont rien pouvoir reprocher à la psychanalyse. Ce serait ridicule de faire ça. Oui, oui. C'est pas comme ça qu'il s'agit de fonctionner, c'est pas comme ça qu'il s'agit de raisonner. Je pense que ce qu'il s'agit de voir, c'est comment on utilise les concepts Mhm. et comment est-ce qu'on utilise les textes et comment est-ce qu'on lit ces textes et comment est-ce qu'on peut... vous savez, dans le champ de la mode, du Mhm. vêtement, Oui, oui. il y a le prêt-à-porter et puis il y a la haute couture. OK. Voilà. Le prêt-à-porter, c'est ce que tout le monde met, c'est la production industrielle, c'est un peu, voilà, c'est le tout venant, quoi. C'est pour tout le monde la même chose. Et puis, il y a la haute couture, c'est de la création, c'est du rêve, c'est quelque chose d'unique, c'est quelque chose de fait sur mesure. Moi, il me semble que, voilà, pour chaque cas qu'on rencontre, il ne s'agit pas de faire de la clinique prêt-à-porter. Il s'agit de faire de la clinique haute couture, de la clinique Mhm. sur mesure. Et OK. donc, c'est la même chose avec les textes psychanalytiques. Donc, évidemment qu'il faut aller relire les textes psychanalytiques à chaque fois pour essayer de retrouver leur mordant, leur tranchant, leur manière de les décentrer. Si on voit que Freud, Lacan, Mélanie Klein, Winnicott se prennent les pieds dans des normes, dans des a priori. Ben, le travail, c'est celui-là, c'est celui de se défaire de ces a priori quand on utilise les concepts cliniques et quand on fait un cas clinique aussi. C'est très important de vraiment s'interroger sur quels sont mes a priori, qu'est-ce que je reproduis comme mécanisme de pouvoir, comme mécanisme normatif, etc. Donc, après, moi, je suis convaincu que l'expérience de la libre association, Oui. dites ce qui vient, bon, ben, ça, c'est vrai que c'est un concept clinique fabuleux. Je veux dire, c'est difficile d'aller dire que ça, ce serait hétéronormatif ou il y a des concepts comme ça
qui méritent vraiment. Enfin, là, pour l'instant, par exemple, je suis en train de travailler sur le concept de tact en psychanalyse. C'est un concept qui m'intéresse beaucoup. Et vous voyez, je fais tout un parcours depuis Freud, en allant chez Ferenczi, chez Reich, pour interroger chez Lacan, bien sûr, pour interroger ce concept de tact. Mais ce ne sont que des hommes qui pensent le tact, vous voyez, par exemple. Et donc, c'est très intéressant d'aller voir ce que des psychanalystes féministes comme Lucy Regara et une théoricienne queer comme Eve Kosowski-Sedgwick ont été écrire, ont été pensés sur le tact. Et ça décale complètement notre regard sur un concept technique de la psychanalyse qui est celui de dire, bon, ben, Freud, il nous explique que le tact, c'est donner une interprétation à un sujet au bon moment. Il faut avoir du tact quand on dit quelque chose à une personne dans le cadre d'une cure. Eh bien, je crois que c'est très intéressant d'aller faire la généalogie, par exemple, de ce concept pour voir dans quelle mesure, parce qu'il est pensé par des hommes hétérosexuels, effectivement, ça connote l'interdit du toucher qui débouche sur le tact. Évidemment, c'est lié. Le fait que Freud, qui touchait ses patientes, se dit à un moment donné, non, mais on ne va plus toucher les patientes et on va faire preuve de tact plutôt, parce qu'effectivement, il y a du transfert, il y a de l'amour, donc il ne s'agit pas que ça dérape, vous voyez. Et donc, je pense que on part, là, vous voyez, avec ce concept, on est vraiment du côté d'une matrice hétéronormative qui est mise sur place pour penser ce concept de tact. Et il s'agit de dégager ce concept en allant lire d'autres textes pour voir comment, aujourd'hui, au XXIe siècle, à l'heure où justement il y a des gens qui font des séances par Zoom, par Skype, comment est-ce qu'on va toucher à l'intouchable avec tact en psychanalyse? Bon, ben voilà, formidable. Là, vous voyez, on a vraiment un travail qui peut s'opérer à partir de la clinique, mais aussi à partir des textes freudo-lacaniens, mais aussi à partir des théories queer, pour penser un concept qui est très utile dans la clinique au contemporain. Donc, voilà, moi je pense que plus que de dire, il y a ce concept-là, il faut, oulala, le phallus, surtout plus, c'est complètement rattaché à une conception anatomique du sujet, oulala, mais ça vient marquer le symbolique de quelque chose de très masculin. Bon, il faut avoir le courage d'aller faire la généalogie du phallus et voir, par exemple, comment, de manière extrêmement ironique et intelligente, Judith Butler va poser la question de, ben tiens, dans un couple de lesbiennes, est-ce qu'il y a un phallus lesbien? Est-ce que ça existe? Elle le fait à plusieurs reprises dans son œuvre. Et là, ça décale complètement, si vous voulez, l'espèce de prêt-à-porter, de ronron conceptuel qu'on peut avoir quand on utilise dans la clinique le mot phallus, le mot jouissance, etc. Il s'agit d'aller faire la généalogie de nos concepts. Il n'y a pas des bons et des mauvais concepts. À nouveau, je dirais qu'il y a des usages majeurs ou mineurs des concepts. Et vous avez bien compris que moi, je suis plutôt partisan d'un usage mineur des concepts, c'est-à-dire essayer d'en faire la généalogie, voir comment certains termes utilisés en psychanalyse, ben, s'ils ne sont pas réfléchis, effectivement, s'avèrent extrêmement stigmatisants. Et ça, il s'agit à ce moment-là de les repenser pour leur redonner un usage un peu plus éthique, en fait, en quelque sorte. C'est ça. Donc, c'est l'usage du concept qui permet de faire un pont entre les deux disciplines. Absolument. C'est ça. Et finalement, ma dernière question, justement, c'est lié à l'éthique. Pourquoi le signifiant queer psychanalyse est pour vous un exercice éthique? Ouais. Alors, le signifiant queer psychanalyse, en fait, c'est une homophonie signifiante, c'est-à-dire que dans queer psychanalyse, on entend queer psychanalyse, le mot queer est psychanalyse, mais on entend aussi en français queer psychanalyse, c'est-à-dire psychanalyse. Qu'est-ce que tu entends? Comment est-ce que tu entends le contemporain? Je pense qu'il s'agit vraiment d'être en mesure d'entendre le contemporain, ce qui ne veut pas dire se laisser berner par toutes les sirènes du contemporain, ce qui ne veut pas dire succomber au charme et à la fascination du contemporain. Mais il s'agit quand même de pouvoir entendre comment les corps, les sexualités, les amours, les modes d'amitié se modifient au cours du temps et comment ils ne sont pas systématiquement les mêmes depuis toujours. Et donc, effectivement, comment entends-tu psychanalyse? Comment entends-tu le contemporain? Et
essayer de queeriser ce que tu entends, essayer de rendre un peu plus queer ton audition. La psychanalyse, c'est une vieille dame, hein, elle a plus de 100 ans quand même, dame psychanalyse. Elle est pas toute jeune, donc faut l'aider, il faut la queeriser pour qu'elle entende le contemporain. C'est un geste éthique au sens où, bah, déjà, on ravive les concepts, on ravive la pratique. Je crois que l'éthique, c'est faire en sorte que notre discipline reste vivante et soit en mesure d'entendre comment le monde change. Et donc, c'est clair que si on fait la sourde oreille, qu'on ne veut pas ouïr, qu'on ne veut pas entendre comment le monde change, ben, la vieille dame va se fatiguer. Si en revanche, on essaye de ne pas seulement la faire valser sur le rythme ternaire 1, 2, 3, 1, 2, 3 de la valse viennoise, vous voyez, vraiment, ça c'est très majeur, la valse 1, 2, 3, 1, 2, 3, mais qu'on essaye de lui faire entendre un peu de jazz, un peu d'improvisation musicale, un peu de rock, un peu de pop, un peu du sonorité du contemporain. Oui. Je pense qu'elle a de très longs jours devant elle pour continuer de danser, la vieille dame. Mhm. Et ça, je crois que de faire danser les vieilles dames, il y a quelque chose de très éthique là-dedans. Merci beaucoup, Fabrice. J'ai beaucoup aimé cet entretien et la manière comme vous utilisez des métaphores pour faire résonner ce qui est de plus important dans la psychanalyse, comme vous dites, que la vieille dame puisse continuer à danser et qu'elle puisse continuer à exister. Absolument. Mm. Je vous remercie, Louis. Merci beaucoup et peut-être à une prochaine fois. À bientôt. À bientôt. Au revoir.